Le magicien d'Oz à la recherche de la méchante sorcière. Après une dernière nuit de repos dans le palais d'Oz, nos voyageurs se préparèrent à repartir. Le gardien des portes retira leurs lunettes, qu'il remit dans la boîte, et ouvrit le portail de la cité d'Émeraude. « Quelle est la route qui mène chez la sorcière de l'Ouest » demanda Dorothée. « Aucune, car jamais personne ne souhaite aller la voir, » répondit le gardien. « Comment la trouverons-nous alors ?»« En marchant toujours vers l'ouest, du côté où le soleil se couche. Vous la rencontrerez forcément. Mais prenez garde, elle a fait des Winkies ses esclaves, et elle voudra agir de même avec vous. » Nos amis se dirigèrent vers l'ouest, mais ces derniers mots résonnaient à leurs oreilles. Dorothée portait encore la jolie robe de soie qu'elle avait revêtue au palais, mais, à son grand étonnement, celle-ci était maintenant d'un blanc très pur. La cité d'Émeraude fut bientôt loin derrière eux. La méchante sorcière de l'Ouest n'avait plus qu'un œil, mais il était aussi puissant qu'un télescope, et rien, jamais, ne lui échappait. Comme elle était assise à l'une des fenêtres de son château jaune, elle aperçut au loin nos voyageurs. Elle fut si courroucée de les voir qu'elle souffla dans un sifflet d'argent. Une meute de loups surgit. Il y a des étrangers sur mon territoire. Ils ne sont même pas dignes d'être mes esclaves. Aussi, je vous ordonne de les réduire en morceaux. Les loups partirent à toute allure. Las, Dorothée s'était endormie. Mais par chance, le bûcheron en fer blanc était resté vigilant et il les entendit arriver. Il saisit sa hache et décapita un loup qui bondissait sur lui. Il fit virevolter son outil tant et si bien que 40 loups s'entassèrent, morts, à ses pieds. Lorsque Dorothée s'éveilla au matin, elle frissonna de peur en voyant tous ces loups aux poils dressés. La méchante sorcière redoubla de courroux quand elle s'aperçut que les intrus étaient encore en vie. Avec son sifflet d'argent, elle appela les corbeaux sauvages. Volez vers ces intrus, crevez-leur les yeux et réduisez-les en pièces, cria-t-elle. Dès que l'épouvantail aperçut la bande de corbeaux, il commanda à ses amis de se coucher par terre. Il étendit les bras, attrapa un des oiseaux et lui tordit le cou jusqu'à ce que mort s'en suive. Tous subirent le même sort et, à la fin, 40 corbeaux gisaient sur le sol, morts. La méchante sorcière entra dans une violente colère. Elle appela une douzaine d'esclaves Winkies et leur distribua des lances acérées pour tuer les intrus. Mais les Winkies n'étaient pas courageux. Alors qu'ils se dirigeaient vers les voyageurs, le lion poussa un tel rugissement qu'ils refluèrent, affolés, vers le château. De rage, la sorcière tapa du pied par terre, s'arracha les cheveux et grinça des dents. Il ne lui restait plus qu'à faire appel aux singes ailés en utilisant sa coiffe d'or qu'elle se posa sur la tête en psalmodiant des mots magiques. Il y eut une sorte de grondement sourd, un fort bruissement d'ailes, des jacassements et des rires. Puis, une multitude de singes, chacun pourvu d'une puissante paire d'ailes, descendit du ciel. Leur chef, beaucoup plus grand que les autres, dit à la sorcière: « C'est la 3e fois que vous utilisez la coiffe d'or. Le détenteur de cette coiffe peut nous appeler 3 fois pour nous donner l'ordre de son choix. Nous l'exécutons. Mais n'oubliez pas que personne ne peut avoir recours à nous une 4e fois. » « Pourquoi aurais-je besoin de vous une 4e fois ?» grogna la sorcière. « Vous m'avez aidé à réduire les Winkies en esclavage et à chasser Oz de mon royaume. Voici mon 3e et dernier ordre. Supprimez les intrus qui ont pénétré ici, à l'exception du lion. Je veux que vous le rameniez vivant
pour que je la relâche comme un cheval et le fasse travailler. À vos ordres. Répondit le chef. Les singes ailés s'envolèrent vers Dorothée et ses amis. Certains enlevèrent le bûcheron en fer blanc, très haut dans le ciel, et le lâchèrent sur des rochers pointus. D'autres saisirent l'épouvantail et le vidèrent de sa paille, abandonnant ses vêtements au gré du vent. Quelques singes ailés ficelèrent le lion, qui ne put bientôt plus lutter. Ils l'emmenèrent au château et le jetèrent dans une cour entourée d'une haute grille en fer. Toutefois, les singes ne firent aucun mal à Dorothée. Leur chef s'approcha d'elle en faisant de terribles grimaces, mais lorsqu'il vit la marque du baiser de la bonne sorcière sur son front, il s'arrêta net. « Nous ne ferons aucun mal à la fillette, ni à son chien. » dit-il. Et très doucement, il souleva Dorothée et Toto et les emporta vers le château. La méchante sorcière fut à la fois surprise et contrariée de voir cette marque sur le front de Dorothée. Elle prit peur en constatant que la fillette portait les souliers d'argent, mais elle n'en montra rien. Cet enfant ne connaît pas les puissants pouvoirs que ses souliers lui donnent. Je peux encore en faire mon esclave, pensa-t-elle. Et tout en ricanant, elle conduisit Dorothée à la cuisine et lui ordonna de nettoyer les poêles et les casseroles. Les jours suivants, Dorothée travailla dur, vivant dans la crainte d'être battue. Pourtant, la sorcière n'osa pas la frapper, à cause de cette marque sur son front. À part Toto, Dorothée n'avait plus que le lion pour ami. Chaque nuit, elle s'allongeait à côté de lui. Elle posait sa tête sur sa crinière douce et touffue, et ils échafaudaient des plans pour s'enfuir. La méchante sorcière convoitait les souliers d'argent de Dorothée et leur pouvoir. Un jour, elle joua un mauvais tour à la fillette. Au beau milieu de la cuisine, elle posa une barre de fer qu'elle rendit invisible. Dorothée traversa la pièce et, ne se doutant de rien, buta contre la barre. Dans sa chute, elle perdit un de ses souliers d'argent que la méchante sorcière saisit avec un cri de triomphe. « Rendez-moi mon soulier !» cria Dorothée. « Ah, je le garde. Un autre jour, je te prendrai le deuxième. » ricana la sorcière. Dorothée était si furieuse qu'elle attrapa un seau d'eau et le jeta sur la sorcière. La méchante femme poussa un hurlement de terreur et Dorothée constata avec étonnement qu'elle commençait à se tasser et à rapetisser. « Regarde ce que tu as fait. Savais-tu pas que l'eau causerait ma perte? D'un instant à l'autre, j'aurais fondu. Regarde, c'est fui. » dit la sorcière dans un dernier souffle. Après ces mots, elle se transforma en une masse brune et informe répandue sur le sol. Dès que Dorothée se rendit compte que la méchante sorcière avait bel et bien fondu, elle ramassa son soulier et courut raconter au lion ce qui s'était passé. La disparition de la sorcière remplit le lion et les Winkies de joie. Lorsque Dorothée leur apprit qu'ils étaient libres, ils acceptèrent de l'aider à retrouver le bûcheron en fer blanc et l'épouvantail. Ils marchèrent longtemps avant d'atteindre la plaine rocheuse où gisait le bûcheron tout bosselé. Ils le posèrent doucement sur une civière et le ramenèrent au château. Les forgerons le martelèrent, le tordirent, le soudèrent et le polirent jusqu'à ce qu'il redevienne lui-même. Il était un peu rapiécé, il est vrai. Cependant, on avait remplacé le vieux manche de sa hache par un manche en or, et il était si heureux qu'il versait des larmes de joie. Dorothée dut essuyer celle-ci avant qu'elle n'attaque ses jointures. Le lendemain, la fillette et ses amis organisèrent des recherches pour retrouver l'épouvantail. Ils aperçurent enfin ses vêtements perchés à la cime d'un très grand arbre. Le bûcheron en fer blanc abattit l'arbre et Dorothée détacha les vêtements des branches. Elle les rapporta au château, les remplit de paille bien sèche et l'épouvantail revint à la vie. Il remercia maintes fois ses compagnons de l'avoir sauvé. «
Nos amis passèrent quelques jours heureux au château. Mais Dorothée ne pouvait oublier sa tante Em, son oncle Henry et sa maison du Kansas. Un matin, elle déclara « Nous devons retourner chez Oz et lui rappeler qu'il nous avait promis son aide si nous supprimions la méchante sorcière. »